Bienvenue dans Balade Club, le podcast. Hello, c'est Wesley. Bienvenue dans le Balade Club podcast, le podcast qui parle de Future of Work. Et aujourd'hui, je suis avec un nouvel invité, Hugo Stépanian, juste en face de moi. Salut Hugo. Salut Wesley, ça va? Ça va et toi? Ouais, très bien, très content de passer sur le podcast Balade. Ouais. Depuis le temps qu'on se connaît, nous on se connaît depuis, je dirais, peut-être 2017, un truc comme ça. C'est vrai que ça, on se connaît depuis un moment, ouais. On s'est croisés sur des événements de contenu à l'époque, hein. Et puis on se retrouve ici à Balade, c'est cool. Ouais, et puis on se connaissait déjà chez l'ancêtre de Balade Club, qui s'appelait le Sofa avant. C'est vrai. Et je crois qu'on allait un peu aux mêmes événements de freelancing notamment. C'est vrai, ça fait un moment qu'on se croise, ouais. Comment vas-tu aujourd'hui? En tout cas, je vois que tu as bien évolué. Merci. Et que tu es dans la communication responsable. Exactement, c'est les deux mots-clés. Ouais, c'est exactement ça. Moi, j'ai commencé, comme tu le sais, sur les métiers des réseaux sociaux et du contenu, plutôt B2B, corporate aussi. Et depuis 5-6 ans, en indépendant, moi, je fais toujours ce métier autour des réseaux sociaux, du contenu, mais dans une démarche de communication responsable. Donc, comment on peut définir ça? Donc, l'idée, c'est que je vais travailler avec des entreprises ou des organisations qui, par leurs produits, leurs services ou leurs initiatives, répondent à l'un des objectifs du développement durable. Et les objectifs du développement durable, il y en a 17, donc c'est un joli terrain de jeu. Voilà. Si tu veux, je peux te... Ouais, mais les 17, on peut faire la liste, mais en tout cas, quand on dit développement durable, est-ce que c'est forcément écologie ou est-ce qu'on parle plus de... je crois qu'après, tu as la RSE, et après, là, je crois qu'il faut peut-être différents trucs, et puis après, tu as les objectifs gouvernementaux, sociétaux, écologiques. Alors voilà, est-ce que tu peux défricher un peu? Alors, les objectifs du développement durable, c'est au niveau plus global, c'est comment nos sociétés, nos économies vont faire en sorte de, je vais t'en citer quelques-uns, réduire les inégalités, réduire la pauvreté, protéger les océans, la biodiversité, proposer une énergie propre, renouvelable. Donc, il y a 17 objectifs qui peuvent être ensuite traduits en stratégie RSE pour les entreprises. Voilà. Et donc, moi, la communication responsable, c'est travailler pour des entreprises ou des associations même qui vont lutter contre les inégalités, dépolluer, faire de l'énergie renouvelable. Enfin voilà, le terrain de jeu est encore une fois hyper large. Et la RSE, on peut communiquer sur la RSE. Donc une entreprise qui réduit ses impacts ou qui améliore sa gouvernance, qui améliore les conditions de travail de son entreprise, elle va vouloir le communiquer. Ça peut passer par un rapport RSE. Et là, je peux aussi intervenir sur comment on fait de ce rapport RSE quelque chose de pas barbant, par exemple, et un bel objet de communication. Voilà. Ouais, parce que là, je vais sûrement dire un gros mot dans ton secteur, mais c'est le fameux mot greenwashing. Exactement. Comment toi, tu arrives à filtrer les bons clients des moins bons clients? Ouais. Et tu vois, après, je pense que pour le coup, il y a des entreprises dont cette posture durable est au cœur de l'ADN. Exactement. Et d'autres dont c'est pas le cas. Exactement. Mais qui se disent, on veut quand même tendre vers ça. Voilà, on vend peu importe ce qu'on vend et on veut insuffler aussi ce côté plus durable. Tout à fait. Et à juste titre, et tu vois, sans faire de greenwashing. Comment tu fais la frontière entre tout ça? Effectivement, c'est plus simple quand au cœur du business model de l'entreprise ou de l'association, il y a ces notions d'impact. On va, grâce à un logiciel, on va lutter contre les dépenses énergétiques d'un bâtiment. Au cœur de la promesse, là, je t'ai pris un exemple. Forcément, on sait que on va vérifier quand même, mais ça a l'air plutôt de bonnes intentions. Après, effectivement, d'autres entreprises qui surfent un peu sur cette mode de développement durable et de RSE, là, il faut commencer à essayer de creuser, de lire ces rapports dont je te parlais, de regarder s'il y a des preuves. Par exemple, si une entreprise demande nous, on veut communiquer sur nos améliorations en termes d'impact et qu'il n'y a pas de preuves derrière, pas de chiffres, pas d'études, là on se dit oula, donc en gros ils vont dire quelque chose sans preuve. Donc souvent donc ça demande pour un communicant de commencer à se mettre dans des documents qui sont plus des documents du coup de RSE et de développement durable, qui sont pas des documents toujours très digestes. Mais voilà, quand il n'y a pas de preuve, en gros,
on sait que c'est drapeau rouge. Ouais. Voilà, c'est un petit peu la technique. Ouais, c'est aussi simple que ça. Donc, tout ce qui est vérifiable, mesurable, C'est ça. la preuve La plus preuve, importante que voilà. la promesse, quoi. C'est ça. Ok. Et Ok. donc, quand on creuse dans le brief, par exemple, l'ADEME, l'agence pour l'environnement, propose aussi des questions qu'il faut poser. Donc, par exemple, qu'on peut poser lors d'un brief. Donc, par exemple, il y a toute une série de questions qui permettent de décrypter si, tiens, ils veulent faire une communication sur la diminution du plastique dans leurs produits. Il y a toute une série de questions qui vont prouver, mais d'accord, mais par rapport à qui, par rapport à quoi, comment ça a été mesuré, etc. Donc, on est quand même aidé. Il y a beaucoup de ressources sur la communication responsable publiées par l'ADEME notamment, mais c'est pas toujours évident quand même. Et puis faut connaître tous ces outils, quoi. Trop bien. Ça a l'air passionnant et on va plonger un peu plus en profondeur là-dedans parce Plaisir. que forcément c'est intimement lié, j'imagine, avec tes convictions sur le futur du Un travail. peu, ouais. On va y venir Un tout peu. au long de cet épisode. Mais un truc dont j'aimerais parler, c'était pas du tout dans la trame de questions, Ouais. c'était une petite trame de questions que je vous envoie avant. Oui. C'est Avec plaisir. ta nouvelle newsletter que Oui. tu viens de lancer qui s'appelle Banger Ouais. ou Banger pour les bons français. Pour les mots français. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler, enfin si c'est quelque chose qui te... Tout à fait. Eh ben oui, te dit. merci de me laisser Cette en tribune. parler- à cette tribune pour en parler. C'est toujours dans cette démarche de communication responsable. On peut imaginer que derrière des communications sur l'écologie ou la RSE, on a des choses. Certains pensent qu'il y a des choses que boring, des choses ennuyeuses, alors qu'il y a beaucoup de créativité pour parler de consommation responsable, d'énergie renouvelable, etc. Et donc Banger, c'est une newsletter d'inspiration. Donc je vais faire de la curation sur des campagnes, des contenus que je trouve de qualité, soit ils sont marrants, beaux, bien exécutés, créatifs, hyper larges, et je vais les mettre dans cette newsletter et montrer qu'on peut parler de sujets sérieux autour du développement durable, mais de manière avec de la bonne communication, j'ai envie de dire. Donc la bonne communication, soit elle est touchante, émouvante, soit elle est drôle. Et j'ai lancé ça il y a 2-3 mois. Et c'est aussi pour tester plus en lien avec nos métiers du contenu, des contenus plus longs, comme on le fait ici, du podcast, où on a un peu plus le temps qu'un post LinkedIn ou autre. Ça prend plus de temps, ça demande un peu plus d'énergie, mais j'ai l'impression que les gens aiment bien ce genre de format, newsletter, podcast. Voilà, donc c'est une expérimentation pour moi éditoriale, et puis pour promouvoir aussi cette démarche de communication responsable. Évidemment, je vais piocher en France, aux États-Unis, en Angleterre, des campagnes, pas qu'en France, quoi, voilà. Ok, et donc là, l'idée avec Banger, c'est de montrer que c'est pas parce qu'on communique responsable qu'on doit être chiant. Tout à fait. Et qu'on peut être, Exactement, t'as dit le Parce mot. que c'est vrai que le mot banger, tu vois, il dénote, tu vois, on pourrait se dire, C'est on ça. s'attendra à un truc très green, Ouais. enfin très... Et finalement, banger, je sais plus comment, tes couleurs, je crois que t'as du rouge dedans, je sais plus, mais c'est quelque chose Du orange d'assez... assez foncé. Ouais. Alors en fait, C'est assez je punchy, m'amuse. quoi. Ouais, Ouais, en c'est- fait, je c'est cool, m'amuse ce à contre-pied. piocher dans le vocabulaire des DJ et de la musique, parce que c'est une pratique que j'aime bien. Et le banger, tu sais, c'est le gros morceau avec Ouais, des je grosses sais. basses Je sais bien. qui normalement va déchirer le dance floor. Et donc, le bon DJ, il a plein de bangers. Et là, dans cette newsletter, j'essaye d'avoir des bangers de communication responsable, donc des communications qui tombent pas à la poubelle, parce qu'on est d'accord sur le nombre. Et là, il faut pas trop le dire, mais sur le nombre de contenus et de communications qui sont produites et les millions de milliards dépensés, combien sont réellement retenus? J'espère que les bangers que je mets dans cette newsletter, ils ont touché leur public. En tout cas, moi, ils m'ont touché. Donc, je les partage. Ouais, je crois que c'est assez effrayant la statistique, je sais plus, mais le nombre de contenus Ouais. qui font 0 ou 1 vue, Ouais. je sais plus, enfin, tout compris, hein, vidéo, machin, ouais, enfin, ouais. ou qui... Vraiment, c'est un truc de fou, quoi. En C'est fait, le nombre de contenus qui sont quasi complètement ignorés. Ouais. Ouais, c'est assez vertigineux. Ouais. Ok. Et justement, en parlant de ça, donc là, on est dans un océan digital aujourd'hui. Ouais. On a peut-être à peu près le même âge, toi et Ouais, moi. je Donc pense. voilà, si ça, on va dire, ça fait une dizaine d'années, on va dire. Ouais, c'est ça. On va arrondir comme ça nous arrange. Ouais, c'est Que ça. t'es voilà, sur le circuit du travail. Comment, voilà, qu'est-ce que tu constates comme évolution depuis que tu t'es lancé? Je sais pas si t'es passé par la case de salariat avant d'être Oui. à ton compte, Tout à fait. mais voilà, qu'est-ce que toi tu observes comme changement dans le monde du travail? Eh ben, écoute, alors plutôt vraiment sur le métier, j'ai l'impression qu'on peut créer beaucoup plus facilement des contenus, des visuels, des choses comme ça. J'ai l'impression, hein, tu vois, t'as pas lancé ton podcast il y a 10 ans. Moi, ma newsletter, elle a pris du temps. Enfin, j'ai l'impression que les outils, les audiences et tout
tous les petits outils, toutes les petites techniques permettent de beaucoup plus facilement produire des contenus. Et ça, c'est génial parce que ça permet à plein de personnes de prendre la parole de manière plus simple. Mais d'un autre côté, moi, je trouve que le pendant, c'est qu'il y a une fragmentation des médias. Là où on a commencé notre métier, si on était actif sur LinkedIn et feu Twitter, on pouvait émerger. Tu vois, parce que, ou une entreprise, hein, quand je travaille avec des entreprises, on arrive à émerger, à avoir une audience parce que voilà, il y avait encore de la place. Là, je trouve qu'il est de plus en plus difficile d'émerger. Et donc, le bon côté, c'est qu'on doit améliorer la qualité, l'exécution de ce qu'on fait et de la production. Mais vraiment, il y a une fragmentation. Hein, voilà, LinkedIn, TikTok, Instagram, Pinterest, je vais pas te faire toute la liste. Donc voilà, la différence, c'est que j'ai l'impression qu'on peut produire beaucoup plus facilement qu'il y a 10 ans. Mais c'est beaucoup plus difficile d'émerger et d'avoir une voix audible parmi tous les contenus produits, etc. Malgré ceux qui font 0 vue, comme tu le disais. Voilà, bon, c'est les deux pendant. On produit plus, mais dans un univers, comme tu le dis, dans un univers que je trouve voilà, un peu trop rempli, où il est difficile d'émerger. Voilà. C'est la grosse différence que je vois en 10 ans, comme tu le disais. Ouais, la barrière à l'entrée qui est de plus en plus basse, c'est ça. Mais forcément qui nécessite d'être de plus en plus armé et c'est ça. Pour être compétitif. C'est un peu comme dans la musique, hein, on parlait des bangers tout à l'heure, mais c'est un peu pareil. Aujourd'hui, produire de la musique, c'est plus accessible même à un adolescent dans sa chambre avec un logiciel de composition musicale. Exactement. On va même pas s'aventurer sur le terrain de l'IA. Oui, oui, c'est vrai. Et voilà, avec moi-même, je le fais, hein, je publie de la musique et voilà... tu as une plateforme qui te permet de distribuer. En quelques clics, tu peux mettre ta musique partout sur les plateformes de streaming. Mais forcément, il y a combien de morceaux qui sortent chaque jour dans le monde. Voilà, la concurrence est plus rude. Et comment émerger dans cet océan d'informations, de contenu. Et c'est la grosse différence que je vois par rapport à quand j'ai commencé dans le métier. Voilà. Et toi, alors comment, du coup, là, je vais tout de suite sur une question un peu plus personnelle, mais comment toi, en tant que Hugo aussi dans ta sphère privée de consommation de contenu, comment tu arbitres les choses? Est-ce que tu arrives toi-même à filtrer? Tu vois, tu parles vraiment, il y a ce mot fragmenté que je retiens. Comment toi tu vis la consommation de contenu justement, que ce soit à titre perso ou même ta veille pour ton business, comment tu le... Je pense que je suis un gros consommateur de contenu. J'ai toujours fait pas mal de veille, même quand j'étais étudiant. En tout cas, je m'étais dit, pour être bon dans nos métiers, de la communication, du marketing, faut regarder ce qui se fait ailleurs. Et j'ai toujours gardé ça en tête. Donc, j'ai toujours gardé ce qui faisait ailleurs. Donc, regarder d'autres entreprises, faire des benchmarks, faire de la veille. Et comment j'arrive à... comme tout le monde, je suis quand même un peu pris parfois dans ces flux qui nous font perdre du temps. Moi, j'aime beaucoup la newsletter. Donc, je m'inscris à pas mal de newsletters. Je me suis mis un peu tard sur le podcast, tu vois. C'était pas mon format favori, l'audio. Mais de plus en plus, j'y ai trouvé mon compte. Sur des choses plus courtes comme tu le fais. Parce que quand c'était les débuts un peu sur 1 heure, 1 heure et demie, c'est très intéressant, très riche. Mais j'avais du mal à suivre et peut-être que c'est le mot de mon métier, c'est que je switchais très très vite, mais maintenant des choses sur 20-40 minutes, j'arrive bien à trouver mon compte. Donc newsletter, podcast. Après, je pense que je passe trop de temps sur les écrans quand même. Si on faisait un sondage, je pense que la plupart des Français, et même des gens dans le monde, trouvent qu'ils passent trop de temps sur les écrans. Je pense, là, c'est marrant, je suis tombé sur il y a un baromètre, là, juste avant d'attaquer sur le podcast, un baromètre de l'ARCEP, qui est une autorité de régulation des télécoms. Et je crois qu'il y a, je sais plus, 3/4 des Français qui disent j'y passe trop de temps et ça me fait un peu de mal. Donc, te dire que j'ai la bonne recette pour faire mon métier, m'inspirer, ne pas me faire accaparer par les flux, non, pas vraiment. Ce serait mentir de Ce serait mentir, moi, ce que j'avais fait, c'était de scinder, c'est-à-dire j'ai un compte Instagram pro pour faire des choses pro, un compte Instagram plutôt perso sur pour mon hobby de DJ, et le seul moyen que j'avais trouvé, c'était de pas tout mélanger et de scinder les profils, mais au final, tout se mélange à la fin. Je trouve que c'est pas bien fait pour être bien segmenté de toute façon, tu vois, ces outils-là. Mais c'est bien que tu sois honnête par rapport à ça, transparent, et que ça rassure sûrement nos auditeurs aussi, qui voient que on est tous un peu victimes de ça, et un peu bénéficiaires aussi de ça. En fait, c'est toujours les deux
les deux faces de la même pièce et les deux côtés tranchants de l'épée qu'on peut utiliser pour le meilleur ou pour le pire. Hein. Ça, c'est toujours la même question qui revient. Ouais. Mais on va rester sur le meilleur en parlant de ce que tu préfères dans ton métier justement aujourd'hui. C'est quoi qui te fait le plus kiffer, ce que je préfère moi, quand j'ai pris des études autour de la communication et du marketing, c'était et moi je voulais travailler en agence, hein, vraiment. Je voulais avoir plusieurs projets. Et, c'est ce côté interface, c'est-à-dire qu'on rencontre plein de sujets très différents, hyper connectés à l'économie, à la société. Et moi qui ai une sorte de curiosité intellectuelle là-dessus, en fait, je trouve que dans mon métier, alors évidemment, j'amène une toute petite pierre, mais ça me permet, tu vois, d'être confronté à des grands sujets, des grands enjeux, et d'autant plus depuis que j'ai pris cet angle communication responsable. Pour être un peu plus concret, tu vois, dernièrement, j'ai travaillé sur des sujets de sobriété numérique, donc comment le numérique a des impacts environnementaux, sociaux, sur la santé mentale, on venait de nous en parler, et comment faire un numérique plus responsable. Donc, tu vois, ça, c'est des sujets avec un de mes clients, je trouve ça passionnant. La décarbonation des fumées industrielles. Donc, tu vois, sur un truc très technique où, les industriels doivent aussi se décarboner, donc réduire leurs émissions de CO2, et comment on trouve des technologies pour le faire. Et donc moi, c'est ce que j'aime, c'est que ça me permet d'être sur des sujets parfois très techniques, des très grands enjeux, et ça me nourrit en fait. Je trouve que c'est un métier d'interface, de transmission, et ça j'adore, je m'ennuie jamais. Voilà, c'est vraiment ce que je préfère, je crois. Trop bien. On sent effectivement que t'es à fond dedans. J'essaye. Après toutes ces années, ça évolue. Donc là, toi, tu bosses tout seul, hein, c'est ça? Oui. Parfois, ça t'arrive sur des projets d'être un petit peu en équipe? Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, sur le futur du travail. Alors après, j'ai eu des hauts débats. Hein, Tu vois, ça m'a renouvelé mon goût de mon métier, cette approche de la communication responsable. Alors, je travaille, on va dire, à la moitié du temps seul, et après avec un collectif qui s'appelle Grain Blanc. Donc, moi, je pense que c'est aussi l'avenir, et je crois que toi aussi, tu travailles au sein de collectifs. Je pense que c'est l'avenir aussi des indépendants. C'est tu as ce moment de salarié où tu passes indépendant, tu es super content, tu es tout seul, tu fais ce que tu veux. Puis après, en fait, pour répondre à ce qu'on s'est dit juste avant c'est facile de produire des choses très rapidement, mais pour faire des choses de qualité, il faut que tu t'entoures d'autres talents. Et c'est là que naturellement, tu vas essayer d'aller vers des collectifs. Donc moi, Grain Blanc, c'est un collectif engagé sur la communication responsable. Donc autour, il y a des personnes qui font pas mon métier, mais qui font par exemple de la RSE ou de la direction artistique ou de la rédaction, et qui en fait sont hyper complémentaires. Et là, on se rejoint plus par même vision de la communication et de ce que doit être la communication responsable, mais on n'a pas les mêmes métiers. Il y en a aussi qui se rassemblent en ayant les mêmes métiers. Des directeurs artistiques ou directrices artistiques ensemble, des rédacteurs ensemble. Là, nous, on n'a pas le même métier, mais on a la même vision. Voilà. Ok. Et c'est Grain Blanc, c'est quoi? C'est lyonnais ou c'est basé à Pau au départ. Donc, c'est une agence de communication responsable qui s'est transformé en collectif d'indépendants. Donc, on est tous entrepreneurs dans notre coin, mais on se rejoint sur la communication responsable, et on a aussi des chartes un peu morales pour... il n'y en a pas un de nous qui pourrait travailler pour Grain Blanc et à côté travailler pour Total ou Coca. Voilà. Après, on n'est pas non plus des... c'est assez... On n'est jamais des anges, mais en tout cas, je vois ce que tu... C'est ça. Mais il y a quand même une charte morale d'engagement qui est symbolique, mais au moins, on est tous alignés en termes de valeurs et de vision, et après, on est complémentaires en termes de compétences. Voilà. Pour moi, ça, c'est l'avenir. En tout cas, sur les prochains mois, c'est là où je veux pas mal avancer, c'est développer ce collectif avec ce que je peux lui apporter. Et travailler à plusieurs. Super intéressant, parce que j'avais jamais entendu une histoire comme ça d'une agence qui devient un collectif. C'est quoi, toi, ta vision sur agence versus collectif? On voit parfois la confrontation entre les deux. Moi, pour le coup, j'ai beaucoup traité ce sujet. J'ai même eu l'occasion d'écrire du contenu là-dessus. C'est quoi, toi, ta vision en quoi tu penses que le collectif, c'est le futur des agences? Peut-être que je te fais dire ce que tu n'as pas dit, mais... En fait, déjà, il y a des réalités économiques. Alors moi, j'ai jamais été à la tête d'une agence, mais il y a des réalités économiques où c'est beaucoup plus difficile. Voilà, il y en a beaucoup qui réussissent, hein, mais c'est plus difficile. Les budgets sont plus restreints, les marges sont plus restreintes aussi. Il faut de plus en plus de talents, de logiciels. Donc,
L'avenir aussi des agences, c'est de devenir un peu plus agile. Donc, c'est ce mouvement que certaines choisissent, mais qui est pas très bon, parce que du coup, ça met de côté des salariés, etc. Moi, le collectif, je le vois plus comme l'avenir des indépendants. Ok. Je pense que les agences telles qu'elles existeront toujours. Mais en fait, il y a des tailles d'entreprises qui peuvent pas se payer certains services d'agence, parce qu'il y a des frais de structure, il y a des salaires, etc. Et je pense notamment, je te parlais des associations dans la communication responsable. Alors, je te parle pas de la grosse association, mais les petites associations, la petite TPE, la start-up qui se lance ou jusqu'à 10 salariés, certains services d'agence structurés, elle pourra pas se les payer. Or, à travers un collectif ou des indépendants, elle pourra accéder souvent à des profils assez seniors, parce qu'ils ont eu un passage en agence ou ça fait plusieurs années qu'ils travaillent. Et, À des tarifs moindres. À des tarifs moindres, ou en tout cas exactement la bonne équipe. Je m'explique, là je te prenais l'exemple de décarbonation des fumées industrielles. À un moment donné, il faut que tu aies quelqu'un dans l'équipe, que ça branche un peu de se renseigner là-dessus. Et je dis pas qu'il n'y a pas d'agence qui existe là-dessus, hein. Je dis juste que toutes les agences n'ont pas forcément la fibre du B2B ou de la décarbonation ou de l'énergie renouvelable, etc. Et donc, je trouve que le collectif, quand tu as un sujet assez précis ou complexe à traiter, eh ben, tu peux structurer pile la bonne équipe avec les bons talents, les bons métiers et la bonne appétence sur un sujet. C'est des Lego, il y a vraiment ce côté amovible, flexible que tu n'as pas dans l'agence classique, qui est un peu la grosse construction, un peu plus rigide, même s'il y a des agences spécialisées, etc. Mais ouais, je vois ça. Pour les indépendants, ça te permet de former, de faire corps et d'avoir un sentiment d'appartenance et d'avoir une équipe, d'aller sur des plus gros projets. Et pour des plus petites entreprises, des organisations, d'accéder quand même à des talents. Et à des savoir-faire hyper spécifiques, j'en sais rien, du motion design 3D, un concepteur-rédacteur, créateur de podcast, voilà. Très, très intéressant, ouais. Je suis d'accord avec tout ce que tu dis, Hugo. On est alignés. On parlait de flexibilité juste avant, la flexibilité du collectif. Parlons maintenant de ta flexibilité à toi, ta façon de travailler, d'organiser tes journées, tes semaines. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais. Alors moi, je vais peut-être casser le rêve des indépendants, mais de certains qui le voudraient, c'est que moi, je suis très 9h-17h, tu vois, donc, du lundi au vendredi. Donc finalement, j'ai des horaires on va dire, de bureau ou dans le service assez classiques. Pourquoi? Parce qu'en fait, mes clients, professionnels de la communication ou du marketing, ils font du 9, 18, 19, 20 du lundi au vendredi. Et donc, quand on doit leur délivrer, ils aiment bien qu'on soit connecté au même moment qu'eux. Donc, moi, après, évidemment, en termes de flexibilité, ça permet d'avoir des journées où on travaille un peu plus, d'autres où on est plus sur la production, d'autres plus sur la veille. J'ai pas vraiment de journée type ou de semaine type. Ouais, j'ai pas de journée type. Pas mal de production pour les clients, fin de semaine peut-être de la veille pour moi et des choses à avancer pour le collectif ou pour ta création de contenu aussi. Voilà, ma création de contenu. Voilà, et après en termes de choix de bureau, grâce à Balade, ça c'est plutôt cool. Alors moi je suis de la team Balade Terreau, parce que j'habite vraiment à côté de la place des Terreaux, des anciens. Voilà, j'ai connu les sofas de l'époque et je suis attaché, mais de temps en temps je viens ici, dans l'espace de Vauban. Je vais également dans l'espace à la Guillotière, le café à Mourchaud. C'est super parce que, en fait, je sais pas, tu sors d'un rendez-vous dans un quartier de Lyon où tu as déjeuné avec un ami et autres, tu as toujours un bureau qui est pas loin. C'est quand même hyper cool. Tu sors ton ordinateur, tu travailles. Voilà. Et puis après, tous les services autour. Mais voilà, moi, je suis sur le 9h-17h quand même. Ok. Voilà. C'est cool parce que c'est cool. Ce que je trouve intéressant, en tout cas, à force de parler avec des personnes dans le cadre du podcast de Balade Club, c'est que finalement, même si chacun a sa vision du futur du travail et du travail tout court, il y a beaucoup de points sur lesquels on se rejoint. Et c'est marrant de voir que parfois, on va à contre-courant de se dire, je veux être indépendant, je veux faire du télétravail, pour finalement revenir à ce qu'on faisait avant. C'est ça, ouais. Mais en fait, la posture est totalement différente, en revanche. Ça, ouais. Alors parfois, on peut aussi se recréer une prison, ça bien sûr. Oui. Et c'est une vérité aussi, il ne faut pas mentir là-dessus. Mais
Mais c'est plus l'intention avec laquelle on se dit je bosse en gros de 9 à 17, grosso modo, tu vois, ou l'intention avec laquelle on se dit je vais prendre un bureau, je vais toujours être entouré de personnes dans un open space ou dans un bureau fermé, mais c'est forcément... encore une fois, c'est moi qui l'ai choisi. Et je pense que les gens, le fait de sentir que... C'est pour ça aussi, je pense que l'entrepreneuriat et le freelancing marchent aussi bien aujourd'hui. Alors, c'est deux choses différentes. Hein, je veux pas... Voilà. Mais ça marche parce que les gens, en tout cas, ont l'impression, moi je le ressens, à titre personnel, d'avoir plus de maîtrise, plus de contrôle sur les choses, même si c'est pas toujours si vrai que ça. C'est, tu vois, surtout l'histoire qu'on se raconte à soi et le fait de se dire j'ai pas, en tout cas, des collègues ou un patron qui va me juger si je pars... à 17h, quoi. Clairement. Ou à 16h. C'est vrai que moi c'est vrai. Moi, j'ai eu ce mouvement. C'est vrai que c'est le mouvement, c'est que je sors de salariat, on est indépendant seul. Et là, maintenant, moi, le mouvement, c'est d'essayer de retrouver une équipe par le collectif. Donc, c'est assez marrant. Et de retrouver du cadre par les bureaux, par les espaces. Ouais, c'est assez marrant, ce mouvement. Et oui, et moi, plus que de liberté, je parle d'autonomie. Parce que on est quand même... on a des clients, on a des contraintes, on a des délais. C'est pas la full liberté non plus. Faudrait voir la définition de la liberté, mais moi je vois plus ça comme je suis assez autonome sur ma semaine et chacun se met ses contraintes, ses façons de travailler. C'est hyper riche, c'est hyper bien. Trop bien. Je voudrais pas revenir en arrière, je crois. Ouais. Donc il y a tout que t'aimes bien dans ton travail finalement. Il n'y a pas de choses. Non, il y a un sujet que l'on traite souvent au Balade Business Club, qui sont des rendez-vous autour où on parle de développement d'entreprise ou de développement d'indépendants. Donc le Balade Business Club qui est organisé tous les mois à peu près, je crois. Moi, il y a un sujet du coup qui est traité lors de ces petits rendez-vous entre coworkers, qui est la prospection. Moi, c'est vraiment quelque chose que je n'aime pas. Donc le fait pour faire la communication responsable, il faut que des entreprises, des communicants, des dirigeants me fassent confiance ou fassent confiance à Grain Blanc. Et comment on arrive à les séduire, à leur prouver qu'on est compétent, à leur créer le lien de confiance. Ça, la prospection, c'est ce que j'aime pas dans mon métier, clairement. Et comment t'arrives à passer à l'action quand même, ou tu trouves d'autres subterfuges pour, d'une manière ou d'une autre, quand même, toujours avoir ton flux entrant de clients? Écoute, oui, je suis passé à l'action là il y a quelques mois, ne serait-ce que parce que le contexte politico-économique, il est un peu tendu, donc ça va être plus difficile quand même pour certains, en tout cas pour moi, d'avoir des entrées par du bouche à oreille, même si ça fonctionne toujours. Oui, écoute, je me suis avec Grain Blanc, donc le collectif auquel j'appartiens, on s'est armé d'un CRM, donc on va réfléchir. Le gros mot, voilà. Aussi, je me suis mis il y a pas si longtemps que ça. Donc il s'appelle Folk, il est français. Pareil. Ouais, donc c'est super pratique. Mais bon, il faut une réflexion sur son process, qu'est-ce qu'on a comme offre, quels sont nos personas. Alors c'est marrant, c'est peut-être les cordonniers les plus mal chaussés, mais on fait souvent des personas ou des cibles pour nos clients, mais pour soi-même se dire qui est mon client type, par exemple moi en communication responsable, j'ai une vague idée de la personne, mais de l'avoir formalisée, écrite avec de la donnée, non. Donc on repart sur là, je suis en train de repartir sur les basiques. Quelle est la taille d'entreprise que l'on veut atteindre? Quels sont les problèmes qu'elle veut régler? Quelles sont les solutions qu'elle peut choisir? À qui je m'adresse? Tout le profil client. Tout le profil. C'est vraiment les fondamentaux, comme tu le disais. C'est les fondamentaux. Mais qui sont trop souvent survolés, compris par nous-mêmes. C'est ça. Et pourtant, qui font une énorme différence. Il faut une énorme différence. Et on le fait bien souvent. On le fait pour des clients, mais on le fait pas pour soi ou pour son collectif. Donc, c'est marrant, le fameux cordonnier. C'est ça. Trop bien, Hugo. Écoute, on arrive sur la dernière ligne droite là, de cette entrevue. T'as vu comme ça passe vite? Ça passe super vite. La notion du temps aussi. J'aimerais qu'on parle de Future of Work. C'est vraiment le hashtag principal de ce podcast, Future of Cowork, si on pourrait dire. C'est quoi, toi, ta vision rêvée du futur du travail? Toi qui es papa depuis pas très longtemps aussi, peut-être, je sais pas, les implications de dans quel futur du travail, dans quel monde tu verrais ton enfant évoluer? Ah oui, ça c'est... Je vais peut-être un peu trop loin. Non, mais là, moi, je reviens sur mes convictions. J'espère qu'on aurait ce que j'appelle une économie de post-croissance, c'est-à-dire il y a toujours des entreprises, il y a toujours de l'activité, mais les entreprises qui vendent des trucs useless, gadgets, polluants, elles existent de moins en moins.
Et donc, il y a toujours des communicants, des marketeurs, mais qui viennent plutôt sur des solutions alternatives, durables, etc. Donc, moi, je crois vraiment à cette économie de la post-croissance. Donc, c'est pas la décroissance, c'est choisir les activités qui sont utiles, l'énergie, la mobilité, etc. Et dans ces activités-là, lesquelles elles sont viables et pérennes. Même sur la consommation, hein, je te prends un exemple. Hein, est-ce que les Shein et Temu et autres, c'est vraiment viable à horizon 10, 20, 30, 40 ans? La réponse, elle est non. Et pourtant, elles ont le droit d'activité, Et etc. même aujourd'hui déjà. Même Mais pour moi, aujourd'hui. la réponse est déjà non aujourd'hui. Ouais. Mais... Donc voilà, cette économie post-croissance, alors c'est très théorique, hein, c'est basé sur des économistes, mais c'est vraiment de se dire quelles sont les activités dont on a besoin, industrielles, consommation, etc. Et qu'est-ce qu'on doit arrêter. Et après, comment on redispatche toutes les ressources humaines, l'argent, etc. J'ai envie de prendre quand même un petit exemple. Ouais, vas-y. C'est Timothée Parik, qui est un économiste qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Ralentir ou périr sur la décroissance, du coup. Et il prend l'exemple, pour expliquer la post-croissance, il prend l'exemple qui me fait marrer, qui est le papier toilette. Et donc, le papier toilette, il y en a des millions de milliards qui sont vendus. Il y a des énormes entreprises dedans qui font du packaging, qui font de la R&D, enfin, tu te rends compte de l'industrie. Or, il a été prouvé que il y a bien mieux que le papier toilette. L'eau, tout simplement. Voilà. Avec des entreprises comme Boku, par exemple. Voilà, bien, le bidet. Ouais, le bidet, ouais. Voilà. Okay. C'est prouvé que c'est meilleur pour la santé et puis c'est meilleur pour l'environnement. Et donc, la post-croissance, ça serait de dire, est-ce que tous ces milliards de dollars et d'euros de pubs, de marketing, de R&D qui sont mis dans la fabrication de papier toilette, on a arrêté. Et tu vas me dire, mais on les met où, tous ces gens-là? Je pense que ces talents-là, ces gens-là, ils peuvent très bien travailler sur d'autres sujets. Alors, c'est hyper théorique et schématique, mais je trouvais son image de ce Timothée Parik sur Instagram très drôle pour expliquer la post-croissance. Le papier toilette, techniquement, c'est pas une bonne solution. Il y a des bien meilleures solutions. Et comment tu réorientes tous ces gens-là, hein. L'idée, c'est pas de mettre tout le monde sur le carreau, mais comment tu réorientes les activités. Voilà. Pour la petite histoire rigolote. Exemple, il est drôle et parlant. Ouais. Et effectivement, pour le coup, je pense qu'il y a peu de gens qui sortent des écoles en se disant je veux travailler dans le PQ. Quoi, oui, je veux être au packaging du PQ et à la R&D des... Ouais, mais sauf que c'est des métiers, alors... Bien sûr que c'est des métiers après, qui doivent être... T'as le métier, puis après, t'as l'industrie, quoi. C'est ça. Ouais. Voilà. La post-croissance. Et post-croissance, ça me semble être une superbe conclusion pour cet échange. Ouais. Merci beaucoup Hugo d'avoir participé à ce podcast. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et en parlant de post-croissance et de post, laissez un commentaire ou un avis 5 étoiles sur le Balade Club Podcast. N'hésitez pas. Et puis nous, on se retrouve très vite dans un prochain épisode. Merci, ciao. Ciao.